Excentré, contre la tête. Snoop Dogg. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bienvenue dans ce nouveau numéro du Synthé Night Club. Ce soir, on se retrouve pour débriefer ensemble la victoire de notre club de cœur de l'AS Saint-Etienne ce week-end contre Marseille à domicile. C'était un moment très agréable. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez vu un beau match. Ce soir, on est en compagnie de Eric qui est chez Green Prospect, qui est donc le représentant de la formation stéphanoise. La formation stéphanoise, je précise, qui est particulièrement à l'honneur cette saison, puisque on est le club de Ligue 1 qui fait le plus jouer ses jeunes. Il y a une stat qui est sortie, 35,03% des minutes jouées, et d'ailleurs le 4e club européen sur cette même statistique. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Bon, ça va très bien, et toi? Bah écoute, parfait, comme un lendemain de victoire. On est également Exactement. avec Alex de Peuple Vert, c'est le patron de Joss Randall, le cowboy. Le patron du cowboy, c'est donc le shérif, et il a d'ailleurs prévu de dégainer un coup de grisou bien senti en milieu de soirée, donc restez avec nous de 21h à 22h, il y aura à un moment un coup de grisou assez juste pour ma part, je trouve, mais on en débattra bien sûr tous ensemble, de la part d'Alex. Bonsoir Alex. Salut Kun, salut tout le monde, salut les amis, amis supporters. Bah écoutez, ouais, en pleine forme après cette belle victoire face à nos amis sardines. Alors ce soir on devait être également avec Briac, que vous connaissez peut-être puisqu'il a fait Pékin Express en 2019 avec son duo Fabrice. Ils sont actuellement en train de faire un tour de France pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux sociaux où il en dit un peu plus sur ces actions-là. Mais malheureusement ce soir on a appris il y a quelques minutes qu'il ne serait pas disponible. Un souci technique, un problème de connexion en plein milieu de son tour de France. Donc malheureusement il ne sera pas avec nous, mais on ne le remplace pas par n'importe qui, puisque on a Pierre avec nous de Synthé Inside. Bonsoir Pierre. Salut Kun, salut à tous. Et d'ailleurs, je précise qu'on a une information spéciale Synthé Inside. On a une information exclusive sur 3 joueurs, Kevin Monet-Paquet, Romain Hamouma et Mathieu Debuchy. On vous révélera ça en milieu de soirée, juste après le débrief du match. Et on est évidemment avec Kevin, le représentant du chat, qui se fera un plaisir de nous faire remonter toutes vos pensées, qu'elles soient pertinentes, drôles, corrosives. Bonsoir Kevin. Salut à tout le chat, à tous les amoureux du générique. Bien sûr, on l'est tous. Et bien sûr, évidemment, bonsoir à tous les gens qui sont dans le chat. Je vois déjà, on veut l'exclure. Elle arrivera juste après le débrief du match. Et je vous propose d'ailleurs qu'on passe tout de suite au débrief du match. On commence donc ce débrief avec une question que j'avais envie de vous poser ce soir. Messieurs, est-ce que selon vous, c'est la mi-temps, la première mi-temps de ce match, est-ce que ça a été la mi-temps, la prestation la plus aboutie de toute cette saison? Petit tour de plateau. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense. On avait déjà produit quelques belles mi-temps sur certaines rencontres, mais là on produit une très belle mi-temps face à un adversaire de qualité, 5e, 6e du championnat. Donc de qualité, qui était venu à Geoffroy Guichard pour conforter, ou en tout cas pour essayer de passer devant Lens et de récupérer cette place européenne. Donc ils n'étaient pas venus pour s'amuser. Et Claude Puel a réussi son coup tactique et les joueurs ont respecté à la lettre ce qui leur ont été demandé. Donc honnêtement, c'était agréable à regarder. C'était peut-être pas assez efficace pour certains supporters, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et honnêtement, voilà, le projet Puel pour moi, il est là. Alors, on est sur la prestation aboutie de ce match, et pour toi, s'il y a
quelque chose à mettre en avant, c'est avant tout la performance de Claude Puel hier soir. Bon, c'est la performance des joueurs parce que c'est forcément eux qui jouent, mais c'est surtout la réponse à certaines rumeurs d'un vestiaire qui répondrait pas forcément à ce que Claude Puel demandait, etc. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, on a des joueurs qui sont concernés, qui font les efforts, et même les anciens. Kazri fait les efforts. Bouanga, ma foi, on le retrouve un tout petit peu, en tout cas. Voilà, moi j'ai quand même la sensation qu'on a un groupe qui est formé, un groupe qui tire dans le même sens et qui veut finir dans la première partie de championnat du tableau. Et ça, c'est important. Ils ont encore des challenges, même en étant maintenus officiellement maintenant. Effectivement, on a l'impression que c'est une équipe qui joue encore quelque chose et on ne le répétera jamais assez. Même si on est actuellement dans le ventre mou, on ne joue pas plus rien puisque une place en plus, c'est aussi des revenus télé en plus. Toi, Pierre, de ton côté, si tu devais mettre un point positif sur ce match, est-ce que c'est plutôt l'animation? Est-ce que c'est plutôt la composition de départ? Est-ce que c'est une individualité ou des individualités? Si tu devais retenir une chose de cette prestation aboutie. Alors pareil, c'est un match. C'est un match d'équipe que voilà, toute l'équipe a bien géré. Et voilà, tu parlais tout à l'heure d'une mi-temps aboutie, mais pour moi, c'est tout le match qui a été abouti. Tout le monde est d'accord avec ça? Sur le fait que les deux mi-temps étaient du même niveau? Alors forcément, Marseille est revenu des vestiaires un peu plus motivé, on va dire. Il y avait pas trop de mal par rapport à leur première mi-temps. Donc il y avait une opposition plus forte en seconde mi-temps, mais on ne s'est pas laissé faire et voilà, c'était un vrai match d'équipe et comme disait Alexandre tout à l'heure, on sent que les gars vont tous ensemble et c'est ce qui fait plaisir. On note une progression par rapport au match précédent et ouais, ce match a fait plaisir en tout point et il acte définitivement notre maintien, donc c'est ça le plus important. C'est intéressant ce que tu dis sur il y a une progression par rapport au match précédent. Est-ce que toi tu la ressens, Eric, cette progression de match en match là sur ces derniers temps? Bah, c'est indéniable. Déjà, quand on regarde le classement sur les 15 derniers matchs, on est 7e, je crois. Ouais. Non, Euh, on est cinquième. On est cinquième juste derrière l'OL D'accord. sur la deuxième partie. Ouais, donc enfin, ça parle de lui-même comme stat. Mais ouais, bah, il y a une progression qui est là. Là, il se trouve qu'hier, Claude Puel a mis en place une tactique qui était très adaptée à Marseille. Je vais un peu plus nuancer en disant qu'ils étaient pas très en forme hier. On n'a pas trouvé un adversaire très, très coriace en face de nous. On a dominé sans forcer. Pour moi, on n'est pas dans la meilleure prestation de la saison. Par contre, oui, il y a une véritable force collective. On sent que les joueurs commencent enfin à se comprendre, qu'ils jouent le même football, qu'ils avancent tous ensemble. Et bah forcément, oui, ça donne lieu à des matchs de plus en plus aboutis. Sur cette fin de saison, on est quand même, on gagne et en Ouais. général avec la manière. C'est vrai qu'on gagne avec la manière et il y a eu des défaites cette saison avec la manière, mais qui n'étaient pas récompensées. Claude Puel en parlait en conférence de presse. Il disait que certes c'était un bon match, mais qu'il y a eu d'autres bons matchs avant qui n'étaient pas couronnés de succès, mais qu'il n'était pas forcément inquiet avant ça. Dans le chat, en termes de top et de flop, n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous avez retenu en priorité. Qu'est-ce qui remonte pour l'instant? Je vais pas vous mentir que tout le monde est plutôt ravi de ce qu'on a produit. Il y a Fire Tibbs qui nous dit qu'on devient solide même quand on mène. Et déjà mentalement, ça prouve qu'on progresse. Jerry Magic qui voit direct un lien avec l'arrivée de Green dans le 11. Deon Topu qui nous dit que depuis qu'on joue à 4 offensifs, bizarrement, on a plus de facilité à gagner des matchs. Madista qu'on embrasse et Alcato qui nous disent que depuis quelques matchs, c'est surtout ce qui s'illustre, c'est qu'on a quand même une caserie dépendance, quoi. C'est vrai. Alors on reviendra sur ce que dit Nico Saint-Paul là. Il balance une énorme brique au milieu du lac en disant que Colo c'est une arnaque du foot. J'aurais plutôt tendance à être d'accord, mais hier, moi je l'ai trouvé pas mauvais sur sa rentrée. Je m'attendais à moins bien. J'aimerais juste qu'on revienne sur une chose. On a parlé de la compo un petit peu, de l'animation. Moi, il y a un truc qui m'a intéressé au niveau de l'animation offensive. Quand il dit qu'on joue avec 4 offensifs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sur ces deux pointes, entre guillemets, Abi et Kazri,
il y avait vraiment Abi qui était là en point de fixation et Kazri qui était un peu électron libre. Est-ce que vous l'avez ressenti de la même manière que moi ou vous avez vraiment vu deux points de vous? Non, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Abi, il est ancré, il est en neuf. Et comme tu dis, Kazri, il tourne autour. Et voilà, et c'est un rôle qui lui va à merveille. Il peut dézonner, il peut aller sur un côté, il fait un peu ce qu'il veut autour d'Abi. Donc pour moi, Abi a eu un peu plus de mal. Mais voilà, Kazri, il se régale dans ce rôle. Et voilà, tu sens qu'il s'épanouit. Est-ce que Tout ce à serait fait. pas notre flop du match, ça, d'ailleurs, Charles Abi, malheureusement? Malheureusement, j'ai envie de dire que si. Euh, si je peux apporter un peu de nuance, le fait que Kazri tourne autour d'un joueur, on sait que ça lui facilite la chose. Par contre, Abi, c'est pas et ça a jamais été un point de Mm. fixation. On s'en sert un peu par défaut parce qu'il faut un point de fixation à Kazri. Mais le mettre dans ce rôle-là, c'est un peu le mettre en difficulté. Euh, on le voit du fait que les rares fois où il a essayé de prendre la profondeur ou de créer quelque chose, il a été très esselé. Parce que son rôle, Ouais. à mon avis, c'était d'être un point de fixation et c'est tout. Et non, il est vraiment pas en facilité dans ce rôle-là. Donc, il a fait un match correct au maximum, mais il est pas mis dans les bonnes dispositions, on va dire. Ouais. Ouais, moi, je suis d'accord, c'est le rôle qu'on veut lui attribuer, ce rôle de fixation de numéro 9, mais ça fonctionne pas, quoi, depuis. Le chat est d'accord avec, si on met... est-ce qu'on peut, à l'unanimité, dire que Abyss, ce serait le flop de ce match? De toute façon, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qui se dit dans le chat. Le seul flop qui ressort, c'est Abby. Hein. Alors, est-ce que c'est un problème de dispositif ou de niveau concret du joueur? Le chat se fait son avis, hein, puisque c'est quand même le niveau du joueur qui est critiqué. Donc, à voir. Après, Abi, en début d'année, donc janvier, février, mars, il a commencé à avoir quelques stats. Il avait mis 3 buts, 2 passes décisives, donc c'est ce qu'on demandait à un attaquant. Donc il était sur la bonne voie, et là, c'est vrai que depuis quelques matchs, en plus d'être moyen, on va dire, dans le jeu, c'est plus compliqué pour marquer et faire des passes. Je À vois... titre personnel, ouais, Ouais, pardon. vas-y. Non, je dis à titre personnel, Abi, c'est un joueur pour lequel j'ai vraiment du mal à imaginer quel potentiel il a. Ouais. Je j'arrive pas à savoir si c'est un jeune qui restera un éternel espoir et qui n'ira pas plus loin, ou si véritablement un prêt en Ligue 2 ou encore davantage de travail avec Claude Puel va le développer. Mais voilà peut-être l'un des rares jeunes que je trouve qui n'a pas progressé cette saison. Moi, Ouais. je suis pas d'accord. Ah. Ouais. Bah, vas-y, Eric. Quand on regarde les premiers matchs de la saison, ou même les premiers matchs d'Abi la saison dernière, j'étais le premier à le dire, il était techniquement très limité, tactiquement très limité, physiquement très limité. Euh, Là, techniquement, c'est beaucoup mieux. On voit beaucoup moins de contrôles ratés, on voit beaucoup moins de, enfin, de fautes techniques. Physiquement, il se fait encore énormément bouger dans les duels, malheureusement, alors que c'est quand même un colosse. C'est quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer. Et tactiquement, c'est beaucoup mieux. On le voit, d'ailleurs, ça fonctionne bien avec Kazri. Il est dans un rôle qui est pas le sien, dans lequel il est pas à l'aise, et pourtant il arrive quand même à faciliter un peu le travail d'Abi. Donc il lui faudra beaucoup de temps encore, je pense, mais je trouve qu'il a beaucoup progressé par rapport à ses débuts. Ok. Bah écoutez, en vrai, on va peut-être pas se concentrer non plus trop sur le flop qu'il a été peut-être sur ce match, mais on va essayer de s'intéresser aussi à ce qui a fonctionné donc hier, en plus de l'animation. Pensez bien sûr pour Moukoudi, dont on parlera pas forcément énormément ce soir, parce qu'il a pas beaucoup joué, mais qui s'est blessé, et a priori... Ça risque d'être une fin de saison pour lui. On le reverra pas sur les deux derniers matchs, alors qu'il a fait plutôt une bonne saison. Donc bon rétablissement, Sergent Harold. En termes de top, est-ce que Alex, il y a vraiment quelqu'un qui ressort selon toi sur ce 11 de départ? Bah, Green, c'est confirme. Alors,
ça devient un petit peu le tube du printemps, Green. Au début, c'était la belle histoire et aujourd'hui, on se rend compte que c'est du sérieux, cette affaire-là, et que ça pourrait bien être notre gardien, je l'espère, pour quelques saisons. Voilà, donc pour ce qu'il fait, pour sa concentration, pour son côté un petit peu poker face qu'il a pendant les matchs, moi j'aime beaucoup ce jeune-là, plein d'humilité. Il n'en rajoute pas, il est efficace. Sur chaque coup franc, on pourrait trembler, mais il est sur toutes les trajectoires. Moi, il m'impressionne ce jeune-là, donc j'ai envie de le ressortir sur ce match. Et t'as pas peur de la rivalité avec des gros guillemets qui pourrait naître avec Bajic? Euh, alors, Bajic a du mental, c'est un gardien qui a vraiment du mental, mais aujourd'hui, il doit régler ses soucis de contrat. On va voir si c'est toujours une rivalité dans quelques mois. Ouais. Qu'est-ce qui ressort du chat en termes de top? Eh bien, écoute, je suis content parce on va un peu dénoter avec ce que vous allez dire, je pense. Bien sûr, Green est le grand gagnant encore de l'Alliance Populaire. Tout le monde est pour Green et va le défendre jusqu'au bout maintenant, je pense. Enfin bon, on disait pareil de Moulin après la Coupe de France et puis on verra ce qui se passe après. Ouais. Ça c'est mon avis à moi. Troco ressort quelques fois. Razor qui nous parle de Troco. Etienne Green 07, le bien nommé, qui reparle de Troco aussi. Neyu de Alex Mamou qui nous sort Neyu, Green et Kazri dans le tiercé dans l'ordre. Et Nero 42000 qui nous rappelle que Neyu oui, mais Camara. J'aimerais bien qu'on en parle aussi parce que très 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 bon encore. Bah, restons pour l'instant sur Troco. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Pierre? Est-ce que pour toi, il a fait son meilleur match de la saison? Justement, Trauco, je voulais le mettre dans mes tops. Pour faire un peu, parce que j'anticipais, je pensais que tout le monde allait dire Green et Kazri. Donc moi, mon troisième joueur, ce serait effectivement Trauco. Voilà, quand on fait appel à Trauco, on fait appel à lui, il fait le taf. Bon, il y a des matchs, il était moins bien que d'autres, mais effectivement, sur ce match, il a été solide défensivement, solide offensivement. Donc, bonne surprise. Et à titre personnel, plutôt que de mettre en route un nouveau chantier, je le garderai l'an prochain et j'en ferai mon titulaire au poste de latéral gauche. Plutôt satisfait du match de Trauco, même très satisfait de son match et plutôt satisfait de sa saison. Ah bah alors ça c'est intéressant parce que j'allais dire, est-ce que c'est un événement isolé, ce bon match de Trauco? Parce que personnellement, moi je sais que c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué, notamment sur l'aspect défensif où je l'ai trouvé pendant longtemps très peu Mais rassurant. effectivement, Kun, mais si tu regardes les derniers matchs comparés au début de saison, il y a une sacrée montée en puissance. Alors, il peut être encore un peu irrégulier sur certains matchs. Je me rappelle le match de Paris, il n'avait pas fait son meilleur match. Mais globalement, si on compare le Trauco de la saison dernière avec le Trauco de cette saison, pour moi, il y a pas photo. Ok, t'es d'accord avec ça, Eric? Ouais, globalement. Déjà, il a énormément progressé sur l'aspect défensif, ce qui était son gros problème, et c'est pour ça qu'il C'est jouait vrai. souvent piston l'année dernière. Il a beaucoup progressé là-dessus, et il est plus en facilité cette saison, parce que c'est un joueur qui se montre quand son équipe domine. Parce que il, il a un peu un rôle de meneur de jeu excentré dans une phase offensive. Et, euh, et quand on subit, il peut pas vraiment montrer ses qualités, il reste plus sur l'aspect défensif, Ouais. qui est pas vraiment son avantage. Quand on domine, et cette saison, on a beaucoup plus dominé les matchs que la saison dernière, quand on domine, il est beaucoup plus à son avantage et on le voit. Sur le milieu de terrain, moi j'avais une question à vous poser. Alors je vous le dis, j'ai pas pu regarder le match en direct malheureusement, je l'ai suivi en live tweet et je l'ai regardé aujourd'hui sur ASSE TV. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a un des deux commentateurs d'ASSE TV qui a un accent stéphanois. Et ben ça se perd cet accent et c'est dommage parce qu'il est magnifique et il est sublime. Alain Blachon, l'ancien adjoint de Ah, c'est Galtier. Alain Blachon? Ouais.
Il a un très joli accent, voilà. Et oui, et du coup, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport au milieu de terrain. Là, comme on le disait tout à l'heure dans le chat, on a effectivement eu une composition de départ avec 4 offensifs et donc un milieu à 2. Qui, pour vous, a le plus à perdre sur ce milieu à 2 ? Est-ce que c'est Gourna ou est-ce que c'est un Zaidou ? Qui, selon vous, serait le troisième si on devait faire sortir Camara ou Neyou ? Pour moi, ce serait Gourna. Parce que on l'a vu plusieurs fois, puis elle est très réticent à mettre Zaidou dans un milieu à 2. Ce qui se comprend parce que Zaidou Youssouf, c'est un joueur avant tout offensif. Euh, En plus de ça, Gourna est en train de monter en puissance petit à petit. Si on oublie le côté contractuel, qui apparemment pose problème en ce moment, Ouais. pour moi, Gourna est numéro 3 et c'est pas pour rien qu'il a pas mal de temps de jeu et qu'il a plus de temps de jeu que Youssouf. Ouais, je suis d'accord. Ouais, t'es d'accord aussi ? Parce que Zaidou, Ah ouais, je suis d'accord. il revient bien quand même depuis sa blessure. Il est pas à son niveau d'avant blessure, mais il commence à revenir correctement. Ouais, il revient Faut- bien, d'autant qu'il est un peu promené à droite ou à gauche, hein. Zaidou, il comble un petit peu les trous, on le fait jouer sur les côtés. C'est un très bon joueur, Zaidou. Je pense juste qu'en effet, je crois qu'il a été formé milieu offensif, hein, au départ. À Et droite. je crains que dans un milieu à 2, il n'ait pas tout à fait le profil que souhaite Claude Puel. Pourtant, avant sa blessure, je me rappelle le derby qu'on gagne 1-0 avec le but de Beric à la fin. C'était un milieu Mvila Youssouf. Et pour moi, c'est le meilleur match de Youssouf sous le maillot Ouais. stéphanois. faut prendre en compte, dans un milieu à 2, faut prendre en compte la complémentarité qu'il y a avec l'autre, enfin avec son coéquipier. Mettre un milieu de terrain, Neyou, par exemple, Neyou Youssouf, c'est limiter l'un ou l'autre parce que les deux auront tendance à aller vers l'avant et à créer un énorme trou derrière. Alors, Euh, ouais, sur le match d'hier, j'ai trouvé que Neyou était plus devant la défense et Camara se projetait plus, pour le coup. Ouais, voilà. En fait, l'avantage avec Neyou et Camara, c'est que les deux se comprennent assez bien. Quand l'un monte, l'autre descend et il y a une complémentarité là-dedans. Je suis pas sûr que Youssouf ait le réflexe de rester derrière, par exemple, si Ouais, Neyou monte. Youssouf, Camara, ça pourrait fonctionner. Je crois pas que ça a été tenté cette saison. Euh, pas souvenir. mais autant dans un milieu à 3, quand un joueur monte, les deux autres à côté peuvent le protéger. Dans un milieu à 2, c'est beaucoup plus risqué et faut vraiment prendre en compte la complémentarité. C'est pas pour rien qu'on a vu autant Camara avec Neyou, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat de qui est le numéro 3 si on garde éventuellement ce milieu à 2 ? Alors, sur le chat, c'est Gourna, hein, qui ressort. Ouais. Alors, surtout par rapport à la plus-value aussi, je pense, sur la valeur. J'ai vu passer ça tout à l'heure. C'est plus intéressant et plus bankable de faire progresser un gars qui a déjà une grosse valeur que Zedou qui plafonne un peu. Alexis Madista qui nous dit Neyou a des choses à perdre. Gourna et Zedou pour montrer qu'il pouvait le remplacer. Camara, lui, est indispensable, mais on connaît l'objectivité de Madista sur Camara. Oui, mais je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Camara soit indispensable. Il est Voilà, c'est indétrônable. après qui saute. Infodever qui nous dit que Gourna est incontestablement la révélation. Benjamin SNC qui nous dit que Youssouf n'est pas au niveau, mais la nuance c'est Jéré Magic et Nico Saint-Paul, les habitués qui nous disent que Zaidou lui n'a pas le coffre, mais surtout que Zaidou est un offensif. Donc Ouais. ça n'a pas forcément dans l'équation à prendre en compte. Et là, sur cette compo de départ, sur les ailes, Nordin Bouanga, vous changeriez si c'était possible ou pas ? Est-ce que vous mettriez peut-être Amouma à la place de Nordin ou... Ce qu'il y a, c'est que, ouais, pour moi, Amouma est meilleur que Nordin, mais le problème, c'est que dans un 4-4-2 comme ça, sur le côté,
Amouma lui demandait de faire les efforts défensifs et après d'être décisif devant, malheureusement c'est compliqué. Il est meilleur dans l'axe. Donc par défaut, j'ai envie de dire, dans ce 4-4-2, je pense que les deux joueurs de côté, Bouanga et Nordin, c'était le bon choix de la part de Puel. Surtout du côté de Debuchy. Ouais. C'est ça. Oui. Après, faut prendre en compte l'aspect tactique. Je pense que le 4-4-2 va pas perdurer et qu'il était spécialement préparé pour Marseille, qui a des pistons qui montent très très haut. Donc le fait de mettre des joueurs très rapides que sont Bouanga et Nordin sur les côtés pour les prendre un peu dans le dos, c'était une très bonne idée. Et je pense que c'était spécifique à Marseille et que ça va pas durer. On est d'accord, moi j'ai vraiment eu l'impression que Puel il avait fait un plan anti-Marseille hier, qui a plutôt très bien fonctionné d'ailleurs, parce que Marseille avait un milieu de terrain très dense, et on a pressé tellement haut que ce milieu de terrain marseillais n'a pas du tout pu s'exprimer. Je précise que si vous nous rejoignez à l'instant sur ce Saint-Étienne Night Club, d'ici 5 minutes, à la fin du débrief, on vous donnera une information exclusive sur 3 joueurs, Kevin Monet-Paquet, Romain Amouma et Mathieu Debuchy. Donc restez avec nous, dans quelques minutes on va évoquer leur dossier à eux avec une information importante. Dernière chose pour débriefer ce match, est-ce que selon vous, notre place au classement actuel, donc après le match de Marseille, on est 11e, c'est quand même une belle bouffée de respiration, est-ce que pour vous, c'est une place qui est logique, qui est méritée, ou est-ce que c'est un peu un trompe-l'œil vis-à-vis de la saison et on s'en sort quand même bien ? Bon, j'aurais dit trompe-l'œil, et puis finalement, tu vois, j'ai presque envie de dire, non, ça doit être mérité, on les a pris ces points quelque part. Après, il y a beaucoup d'équipes qui se tiennent. On a une tête de championnat qui a marqué pas mal de points. Mais si ça veut rigoler, ouais, on n'est pas si loin de la 7e place, de la 8e place. Alors, bien sûr qu'on ne l'imaginait même pas il y a trois journées, mais il y a un championnat à 15 équipes qui est extrêmement serré. Ouais. Je suis d'accord. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est mérité, parce que si on prend il y a des classements qui sont sortis, des classements post-derby, on est très bien placé. Sur les 15 derniers matchs, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on en a gagné 8. Donc voilà, forcément, au bout d'un moment, au niveau du classement, ça se ressent. Et même si cette saison a été un calvaire, on est un peu mieux, et ça se ressent au classement. Et à titre personnel, je pense même qu'on peut viser la 10e place et la première partie de tableau en fin de saison. Moi, justement, je pense qu'il faut prendre le problème à l'inverse. Et c'est plus de se dire que la saison est catastrophique, enfin, ce serait se tromper dans le sens où il y a des fois où on a été très très bien, notamment au début de saison et là en fin de saison. Il y a des fois où on a été au fond du trou et il n'y avait pas de régularité, c'est-à-dire il n'y avait pas de, de moments où on se disait bon bah on n'est pas bien et 2 matchs après on reprend. C'était vraiment les deux extrêmes et je pense que ça a énormément joué émotionnellement. Euh, on peut se dire que la saison a été compliquée, ça c'est vrai. Par contre, moi je la trouve très satisfaisante, que ce soit au classement, que ce soit dans la progression collective, dans la gestion des mercatos. Sur l'ensemble, C'est plutôt le positif. classement est pas en trompe-l'œil Ouais. parce qu'on a quand même eu des moments vraiment pas mal. Alors, je vous pose une question à vous, le chat, et je te la pose aussi, Alexandre. C'est simplement en tant que supporter, qu'est-ce que tu préfères, toi ? Est-ce que tu préfères une saison comme on vient de vivre, où on passe par des moments d'euphorie avec ces 3 premiers matchs remportés, où on est premier du classement, et des moments de stress ultime, où on est à 2 doigts des barrages et de la zone de relégation ? Ou est-ce que tu aurais préféré qu'on fasse toute la saison entre la 8e et la 12e place ? Alors très honnêtement, moi je fais partie de ceux qui, quand on perd un match, ça me mine, mais vraiment ça me Ça te mine. mine, et on est à Saint-Étienne, c'est pas pour rien. Voilà, et c'est pour ça que je fais un petit coup de grisou bientôt. Mais si tu veux, voilà, moi je me dis, quand on est en milieu de tableau, de toute manière, même pendant toute la saison, c'est qu'on a globalement perdu et gagné autant de matchs pendant la saison. Donc qu'on les perde au début et puis qu'on finisse par gagner sur la fin, ouais, c'est sympa. Sauf que pendant ce temps-là, au mois de décembre, honnêtement,
j'ai quelques cheveux blancs qui ont commencé à pousser sur ma tête, quoi. Donc j'aimerais bien que, oui, on gagne un match sur 2 plutôt qu'on en perde 18 pour en gagner 18 à la fin. Ça, j'aime autant. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent, le chat? Ils préfèrent être tranquilles ou ils préfèrent avoir des émotions, même si elles sont variables? Hein, tout le monde était subjugué par ta blague, donc là il y a une petite latence. Aïe. Oups. Après, pour revenir sur l'histoire du trompe-l'œil, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un trompe-l'œil. Benjamin, justement, qui nous dit il y a qu'à voir l'écart avec le 17ème pour voir que c'est un trompe-l'œil. Mba qui me dit trompe-l'œil avant le match à Nîmes, personne faisait le malin du côté des Verts. Gaël Vallet qui nous dit, et j'ai trouvé le message très juste, ça prouve l'irrégularité des 16 équipes du second championnat, hein, surtout. Après voilà, c'est surtout la phase retour qui nous sauve et c'est ce qui ressort principalement sur le chat. Bon, alors je jette un œil sur le chat et je vois que les gens n'ont pas apprécié ma question de est-ce que vous préférez être tranquille ou vibrer? Eh ben écoutez, je la garde pour moi celle-là et je la reposerai plus, tant pis. Eh ben écoutez les amis, je crois qu'il est temps de passer à notre information exclusive Synthé Inside qu'on voulait vous annoncer ce soir. Ça concerne donc Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kevin Monet-Paquet. Pierre de Synthé Inside, est-ce que tu veux la dire ou est-ce que tu veux que j'annonce? Alors, je crois qu'il y a Max qui se connecte. Il y a Max qui vient de nous rejoindre. Annoncer. Voilà, c'est Salut ça. Max. Je te laisse. En place. Bonsoir les amis. Bonsoir à toi, bienvenue. Bonsoir. Salut Max. Bon, Alors dis-nous tout. je viens vous faire un petit coucou rapide afin de vous donner une info fraîche que nous avons recueillie. On s'y attendait finalement, mais voilà, selon nos informations, il n'y aura aucune prolongation à venir, ni pour Kevin Monet-Paquet, ni pour Hamouma et ni pour Mathieu Debuchy. Ok, donc pour aucun des trois, aucune prolongation de prévue. Non, pas pour l'instant. En tout cas, nous, la tendance, c'est clairement qu'il n'y aura pas de prolongation pour les trois. D'accord. Coup de tonnerre. Un petit peu quand même, enfin ça dépend, je pense que les trois cas sont un petit peu différents, mais tout de même. À titre personnel, toi Max, est-ce que tu trouves que c'est plutôt une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise nouvelle? Alors moi, à titre personnel, Kevin Monet-Paquet, je m'y attendais un peu parce que même s'il a rendu de bons et loyaux services sous Gasset, je trouve que ça a été un joueur que j'ai toujours trouvé trop limité pour Saint-Etienne. Après, voilà, c'est un bon couteau suisse quand il est là. Debuchy, je pense que c'est très très compliqué physiquement. On commence à le voir en fin de saison. Surtout, on sent que il commence à tirer un peu la charrette, donc ça se justifie aussi. Et Hamouma, je pense que c'est là que ça va le plus débattre, parce qu'Hamouma, quand il est là, il nous régale. Mais quand il est là, c'est-à-dire un match sur 2, et pour le salaire qu'il a, c'est très très compliqué. Donc voilà. Les autres, qu'est-ce que vous en on va venir vous voir dans le chat parce que je pense que ça va faire pas mal débat sur ces questions-là. Je vous laisse débattre, les amis, et bonne fin d'émission. Merci à toi, Max, Salut, pour cette info. Moi, à titre personnel, en ce qui concerne Monet-Paquet et Debuchy, je pense qu'ils ont fait leur temps à Saint-Etienne. Merci pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont porté nos couleurs avec tout leur cœur, on va dire. Pour Hamouma, c'est un grand débat dans notre équipe à Saint-Inside, mais pour Hamouma, moi j'aurais été pour qu'il reste, parce que le problème c'est que on voit cette année qu'il est toujours performant, il marque, dans le jeu il est plutôt pas mal, il s'est plutôt moins blessé, donc le problème c'est Hamouma part, mais on le remplace par qui et avec quels moyens? On va aller chercher un joueur de son niveau avec 0 €. Donc voilà, moi j'aurais prolongé Hamouma. Je pense qu'il a prouvé qu'il avait encore le niveau. Donc je lui aurais donné son année de contrat à Romain Hamouma. Et est-ce que vous n'avez pas peur avec la perte de la place de titulaire de Moulin, avec les non-prolongations de ces 3 joueurs qui sont, même si j'aime pas trop ce terme, des joueurs cadres et des joueurs avec beaucoup d'expérience du haut niveau, surtout pour Debuchy et Hamouma, peut-être un peu moins pour Monet-Paquet, avec tout le respect que j'ai pour lui. Est-ce que vous pensez pas qu'on risque de manquer de cadre parce que là, du coup, en joueur de plus de 25 ans, il va nous rester caserie, quoi. J'ai la sensation que Puel est en train de terminer son formatage, en fait. Il avait quelques anciens, et on parle pas de Boudbouz et de caserie, en effet. Mais moi, si j'ai un regret, c'est Hamouma. Faut être clair. Moi, ce mec, j'ai toujours adoré Hamouma, sauf quand j'ai dit maintenant ça suffit, il faut le vendre.
parce qu'il était tout le temps blessé. Voilà, et c'est vrai qu'il y a 4 ans, 5 ans, j'en pouvais plus. Et puis, il n'y a pas à dire, quoi. C'est le seul mec qui a un toucher de balle extraordinaire, qui a une intelligence de jeu. Moi, c'est un régal quand je le Ouais. vois jouer, Romain Amouma. Bah, quand il est à son Ça, meilleur niveau, c'est sublime, hein. et voilà, c'est ça. Et je pense que sans ses blessures, il serait plus à Saint-Étienne depuis pas mal de saisons. Alors, ça veut dire aussi qu'il va quitter Saint-Étienne pour aller jouer dans un autre club, a priori, puisqu'il n'a pas décidé de raccrocher les crampons. Son agent a indiqué qu'il continuerait l'année prochaine. On pensait tous que ce serait à Saint-Étienne. Donc, Romain Amouma va endosser un nouveau maillot s'il ne prolonge pas. Ouais, à voir si ce sera dans un club concurrent. Si c'est en France, ça pourrait nous laisser des regrets potentiellement. Le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent de ces questions-là? Le chat est en feu, hein, littéralement, au moment de l'annonce. Etienne Green 07, toujours lui, et Mba qui nous disent sans Amouma, et en cas de départ de Kazri, c'est clairement les seuls joueurs de ballon qu'on a devant. Alors ça, c'est un sujet dont on pourra débattre. Monsieur Lézet qui nous dit d'accord, mais si Debuchy part, qui pour un nouveau capitaine? Je pense que Madista et Nico Saint-Paul ont déjà une idée là-dessus. Et MF91 Greg qui nous dit perdre Ruffier, Loïc Perrin, Debuchy et Romain en un an. C'est la fin d'un cycle, je ne m'en remettrai pas. Petit bonus track qu'on a Rutra98 qui nous dit il ressemble à DiCaprio, le mec à la caméra. Voilà, c'est une info qui n'a rien à voir, mais je vous la donne, elle est comme ça. Ça fait très plaisir, il est à la fois beau gosse et très bon acteur, c'est deux choses qui font plaisir. Il y a Nero dans le chat qui demande Amouma, vous êtes sûr que ça va pas bouger? Alors, je te répondrai bien, dans le football tout est possible, mais c'est vrai que pour l'instant, ça va pas dans ce sens-là. Donc clairement, les informations qu'on a disent que c'est terminé pour ces 3 joueurs. J'aimerais, Eric, qu'on fasse un parallèle un petit peu, parce que c'est médiatique et parce que on en a tous entendu parler, avec ce qui s'est passé au PSG, avec le départ de Thiago Silva, de Cavani, de pas mal de joueurs comme ça. Est-ce que pour toi c'est un parallèle qui se fait, ou pas en termes forcément de niveau de jeu, mais en termes de laisser partir des joueurs qu'on aime et qui peuvent encore être performants, mais qui déjà coûtent des sous, et deux sont plus sur la fin que sur le début? Là, du coup, ouais, on est en train de perdre les derniers survivants de l'ère Galtier. Euh, Ce qui est sûr, c'est que ils auraient pas fait 3 ans encore chez nous. Ouais. Ce qui est aussi sûr, c'est que Puel veut des joueurs dont il est sûr à 100% qu'il pourra compter sur eux toute la saison. Donc, que ce soit Debuchy qui physiquement Vieux. devient fragile, on peut le dire, Amouma qui l'a toujours été, Kazri qui le devient. Je pense que Puel veut se débarrasser, peu importe leur niveau, il veut se débarrasser de tous les joueurs dont il n'est pas sûr à 100% qui vont lui apporter tout le temps la saison prochaine. Après, pour le parallèle avec Paris, ouais, c'est de se dire que bah, là, on laisse partir les joueurs qui nous ont tenu la baraque pendant 3 ans, sur les 3 dernières années. Euh, Ça peut faire un peu peur dans le sens où on se dit par qui on les remplace, surtout avec le peu de moyens qu'on a. Euh, mais je pense que Puel sait ce qu'il fait. La cellule de recrutement sait ce qu'elle fait, la direction sait ce qu'elle fait, et que si il a été décidé qu'il ne soit pas prolongé, c'est que derrière ils auront leur remplaçant. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je me permets juste de faire une petite parenthèse. Je suis d'accord avec toi et surtout dans le fait de dire que Puel sait ce qu'il fait. Ça fait trop de saisons à Saint-Étienne que quand on perd un joueur ou quand un joueur ne prolonge pas et qu'il avait du rendement, on a peur. Tout de suite, on se dit patatras, qu'est-ce qui va se passer ou quoi. Et là, on a la sensation, et c'est un peu nouveau, on se dit, oui, mais voilà, on a un entraîneur ou un manager général qui sait ce qu'il fait. Quand je vois Julien Cordonnier qui part, je me dis c'est une grosse perte pour la cellule de recrutement, Ouais. et je me dis aussi, Puel sait ce qu'il fait. Peut-être que derrière, il y a quelque chose qui se prépare, qui se construit et qui sera bénéfique pour la SSE. Donc, je crains pas ce qui est en train de se passer là.
Alors, deux petites choses. Déjà, pour ceux qui ont peur, comme j'ai pu l'avoir, de la perte un petit peu d'identité du club, faut aussi se dire que l'effectif reste composé à majorité de jeunes issus du centre actuellement, donc je pense qu'on n'a pas trop de risques à avoir vis-à-vis de ça. Et pour ce qui est du départ de Julien Cordonnier, je vois qu'il y a la question dans le chat. On fera des émissions en fin de saison qui vont faire un petit peu un retour sur toutes les évolutions qu'il y a eu cette saison, dont les évolutions qu'il y a eu dans le staff avec l'arrivée de... On fera un premier bilan de l'arrivée de Soukas, on parlera effectivement des départs qu'il y a eu à la formation, au recrutement, on en parlera de tout ça. Messieurs, il est 21h40, je vous propose qu'on passe à la partie suivante. On va passer au coup de grisou, on va passer à l'avis tranché, comme on dirait chez nos amis d'RMC, de Alex par rapport au prochain match générique. C'est plus un jingle qu'un générique d'ailleurs. À toi la parole, Alex. De quoi tu voulais nous parler ce soir ? Je voulais vous parler de quelque chose dont je ne voulais pas parler au départ, en fait. Et puis, comme voilà, c'est indiqué sur un tweet qu'on a posté sur Peuple Vert, puisque ça semble un vrai sujet, voilà, j'ai voulu lancer ce sondage parce que je lisais des petites choses sur le match à Lille, sur le PSG qui pouvait être champion, sur plein de choses. Et j'ai lu que des supporters stéphanois étaient prêts à laisser, alors c'est les supporters qui laissent gagner, non, mais auraient presque été contents de voir Lille gagner, ou seraient presque contents de voir Lille gagner pour empêcher Paris d'être champion de France. Et là, moi je suis désolé, mais je suis supporter de l'AS Saint-Etienne et je ne peux pas laisser dire ça. En tout cas, je ne comprends pas comment un supporter de la SSE peut vouloir la défaite de son équipe. Voilà, donc je suis d'accord. ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, j'ai 34,6% de supporters stéphanois. Non, 34,6% de personnes qui sont passées par là et qui ont vu le sondage, qui ont cliqué sur victoire du LOSC. Bon, je ne sais pas exactement combien il y a de supporters stéphanois là-dessous, mais quoi qu'il en soit, ça me gêne. Alors, qu'est-ce qui est gênant ? Est-ce que c'est que Paris soit champion et nous rejoigne avec 10 titres ? Mais je veux dire, la fatalité arrivera, c'est-à-dire qu'un jour, ils auront 10 titres et peut-être 11, 12, 13, quand nous, on en aura toujours 10. Aujourd'hui, l'économie du foot et le contexte actuel fait que Saint-Etienne n'est pas prêt de redevenir champion de France, sauf année extraordinaire. Oui, un sauf Montpellier 2011 ou... Voilà, sauf un rachat du club avec des moyens incroyables. Je pense que Paris, je pense que Marseille, je pense que Lyon auront malheureusement 10 titres et plus avant que nous, on ait ce 11e titre. Donc, voilà, qu'on se concentre sur nous-mêmes, qu'on gagne tous nos matchs, que soit champion l'équipe qui marque le plus de points, et puis tout ira bien. Mais honnêtement, ne souhaitons pas la défaite de nos couleurs au prétexte qu'on ne veuille pas qu'une autre équipe soit championne ou que Galtier gagne un titre. Il en gagnera sans nous, il n'a pas besoin de la SSE. Voilà. Alors, à titre personnel, je suis à 2 milliards de % d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là avec nous ou dans le chat, n'hésitez pas à vous exprimer, toutes les opinions sont intéressantes, qui sont plus nuancés ou qui sont pas d'accord avec ce point de vue et qui aimeraient voir une victoire du LOSC la semaine prochaine. Alors moi, je suis entièrement d'accord, Alexandre, avec tout ce que tu as dit. J'ai simplement une petite question pour toi. Si le deuxième du classement était l'Olympique Lyonnais à 1 point du LOSC, est-ce que tu aurais la même position ? Alors, je vais te répondre oui tout de suite, mais je vais te dire que si tu étais dans mon salon pendant un derby, tu comprendrais que j'ai une... Voilà, je veux pas dire une haine parce que c'est du foot, mais je ne les supporte pas. Je regarde 2 matchs par week-end et il y a forcément l'adversaire de Lyon que je supporte comme un acharné. Mais honnêtement, là, je ne peux pas espérer la défaite de Saint-Etienne. Mais voilà, c'est vraiment propre à moi. Je ne le supporte pas. Saint-Etienne doit gagner. Voilà, peu importe ce qui se passe derrière. Si on est meilleur, qu'on marque les points et qu'on soit champion, et puis ils seront pas champions eux. Hein. Tout ça pour dire que moi, voilà, je suis entièrement d'accord avec toi, Alexandre, sauf si nos ennemis lyonnais étaient à la place du PSG.
Là, je pourrais pas supporter. Bah, je comprends Pierre, mais d'un autre côté, moi j'ai envie de te dire, je- quand Saint-Etienne joue, quand je les vois sur le terrain, quel que soit l'adversaire, même quand c'est des matchs de pré-saison contre une D3 suisse, je ne peux pas envisager une défaite, et même une défaite 1-0 contre une division 4 ukrainienne en match de pré-saison me fait chier, quoi. Donc non, demain, la semaine prochaine, on ne peut espérer qu'une Il victoire. faut gagner. Non, je Même suis si d'accord c'était avec Lyon vous, il faut deuxième. gagner. Tant pis. Et le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'on est sur une majorité de gens qui veulent une victoire? J'espère. Oui, il y a quand même une majorité qui se dégage là-dessus. J'ai quand même relevé les 2-3 personnes que j'ai vu passer au vol qui étaient plutôt nuancées. On a Rutra qui nous dit qu'il faut laisser Papa Galtier gagner ce week-end. Alors, il y a de l'affection là-dessus. Deontopou qui dit moi je comprends les 30%. Alors ça veut pas dire qu'il est pour la victoire de Lille, mais qu'il peut comprendre qu'on puisse cautionner. Fairbits Tibbs qui nous dit Lille on n'a pas oublié les champs. Ça c'est sûr. Ouais. Alexis Madista qui nous dit un nul arrangerait les deux équipes, donc on peut couper la poire en deux. Karl Jackin qui nous dit jamais de la vie, on a déjà assez souffert cette année, on prend 6 points et galette, verra plus tard. Et Jerry Magic qui a bien résumé, qui nous dit si on perd, tant pis et tant mieux pour Galtier, si on fait nul, tout le monde est content, et si on gagne, c'est tant mieux, on a les 3 points. Donc, au final, C'est bien c'est résumé. pas une situation Il y a- où tout le monde est à peu près gagnant à un moment ou à un autre, quoi. Et il y a Et oui, c'est ce qui Wikipédia ressort qui beaucoup met. dans le chat, c'est surtout que oui, la question se poserait totalement différemment si c'était Lyon derrière. Ouais. Ça, je l'ai vu passer plusieurs fois dans le chat, c'est clair que c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même J'aime chanson. bien l'idée de titulariser Colo et Boudbouz si Lyon est deuxième, j'aime beaucoup. De Bout en s'auto-saboter, mais pointe. discrètement. Vous me réveillez quand on change de sujet. Et ben, on va rester sur le match de la semaine prochaine, mais on va parler un petit peu plus en détail du match et un petit peu moins de est-ce qu'on espère une victoire ou une défaite. C'est parti, c'est la dernière partie de l'émission. On va parler du prochain match. Alors le match prochain, c'est contre Lille, donc la semaine prochaine, un match qui est décisif pour les Lillois pour le titre et qui est décisif pour nous pour aller grappiller quelques places au classement potentiellement. Déjà, j'aimerais qu'on commence par une question de composition. Est-ce que, Eric, toi, tu imagines une composition similaire à celle qu'on a vue à Marseille ? Entre guillemets, on change pas une équipe qui gagne, ou est-ce que au contraire, parce que l'adversaire est différent, tu vois une compo différente, sachant que Moukoudi s'est blessé, hein, on le rappelle. Oui. Justement, en prenant ça en compte, en prenant la potentielle charnière centrale qu'on pourrait avoir, moi je verrais plus un milieu à 3 avec une pointe basse. Euh, En plus de ça, enfin déjà parce qu'on on est plus solide défensivement quand on joue comme ça. Je ne me rappelle plus la compo du match aller, mais je crois qu'on avait justement un milieu à 3. Ouais. Avec Gourna ou Euh, avec Neyou en 6? avec Gourdin en 6. Et du coup, Neyou et Camara en relayeur? C'est ça, Ok. ouais, dans l'idéal. Après, oui, ce serait différent. Je remettrai pas Nordin parce que, enfin, je pense qu'il sera pas du tout face à un adversaire propice à montrer ses qualités face à Lille. Euh, c'est pas une équipe qu'on peut prendre en compte. C'est pas une équipe qu'on peut prendre rapidement sur les côtés. Donc Nordin sera en difficulté et ouais, je verrai plus un milieu à 3. Et du coup, avec devant une animation avec deux ailiers et un neuf comme assez Ouais, classique? alors si ça tenait qu'à moi, je mettrais Kazri et Amouma autour de Abi. Ouais. Ok, donc tu retitulariserais Abi malgré sa performance en demi-teinte hier. Oui, parce que la différence c'est que si Amouma et Kazri sont là, Amouma sera vraiment en meneur de jeu. Euh, et Abi sera totalement déchargé de ce rôle de pivot qui lui Ouais. va pas du tout. Il sera libre de vaquer à ses occupations en attaque, d'aller à droite, à gauche comme il le veut et comme ce qui lui réussit. Ok. Alex, tu partirais sur une compo à peu près similaire ou pas?
Euh, Habit devant, moi j'ai un peu de mal, hein. En même temps, tes arguments sont bons, je trouve, Eric. Donc euh, voilà, c'est solide derrière à Lille. Maintenant, est-ce que notre première inquiétude, c'est pas de bien défendre et en effet un milieu de terrain renforcé? Donc dans l'axe central, j'attends avec impatience de savoir ce qui va être décidé. Est-ce que Red Sauce va être titularisé? Est-ce qu'il est opérationnel? Est-ce que So va revenir dans le groupe? Est-ce que Colo, qui a montré des choses relativement positives, hein, quand il est rentré, il a tenu la baraque, va être titularisé? Voilà, pour moi, les vraies réponses vont être d'abord dans le secteur défensif. En effet, je pense à un milieu à 3. Après, devant, il va falloir être très très bon. Honnêtement, je crois que on n'aura pas besoin de les laisser gagner pour qu'ils nous mettent un petit peu le feu quand même. Ouais, Pierre, toi, est-ce que tu imagines un plan anti-Burak 1, 2, 3, je recommence. Est-ce que tu imagines un plan anti-Burak Yılmaz qui fait une fin de saison en boulet de canon, ou est-ce qu'au contraire il faut plutôt essayer de jouer notre jeu, de développer notre philosophie et pas forcément s'adapter aux attaquants adverses? Alors c'est sûr que l'absence de Moukoudi va nous faire mal parce que physiquement parlant, ça aurait été intéressant de l'avoir face au monstre Yilmaz. Ouais. Donc c'est sûr il va beaucoup manquer, Moukoudi. Pour le remplacer, moi je ferais confiance au petit saut. Voilà, donc l'an prochain il sera encore plus dans la rotation que cette année. Donc pour moi c'est aussi on n'a plus de pression, donc c'est aussi un match pour faire des essais. Donc moi le petit saut je lui ferai confiance. Je le ferai jouer, on verra ce que ça donne. Et sinon, je suis d'accord avec Alex et Eric. Je ferai un milieu de terrain à 3 avec le petit Gourna en point de basse, Ouais. avec Camara et Neyou. Et devant, je mettrai pour moi nos 3 meilleurs joueurs offensifs, Bouanga, Abouma et Kazri. Commencez déjà dans le chat à nous donner, si vous voulez, vos pronostics pour le match de la semaine prochaine. Je rappelle l'information du soir qu'on a révélée tout à l'heure. A priori, il n'y aura pas de prolongation de contrat pour 3 des joueurs en fin de contrat, c'est-à-dire Mathieu Debuchy, Romain Amouma et Kevin Monet-Paquet. Et pensez à follow la chaîne également pour être au courant quand on fait des lives, on fait des avant-matchs, on fait des débriefs. De ton côté, toi Alex, tu espères quoi pour ce match? Est-ce que tu arrives à espérer quelque chose vraiment en termes de résultats, ou est-ce que tu espères juste qu'on fera une belle prestation? Non, j'espère quelque chose en termes de résultats parce que même si Lille est aujourd'hui premier et certainement bientôt champion de France, on a été loin d'être ridicule face au Paris Saint-Germain. Alors certes, Paris est peut-être pas dans sa forme optimale en ce moment. On n'a pas été ridicule contre Marseille, qui certes n'était pas terrible, mais au final, on est juste peut-être en train de se rendre compte que on a une équipe qui enquiquine un petit peu les gros qui sont à l'avant. Ouais. Et pourquoi pas aller enquiquiner cette équipe de Lille qui, elle aussi, s'est fait surprendre, et même à domicile, il me semble. Donc, non, j'ai bon espoir. Maintenant, si on perd, écoutez, ce sera la logique respectée. Mais je pense qu'on a une équipe qui est décomplexée, qui forme un bloc qui prend de la confiance et qu'on peut clairement laisser le titre se jouer à la 38e journée. Il y a de l'espoir dans le chat? Vraiment, c'est pas vraiment l'espoir que je décrirais. J'ai vu 2 résultats, non, j'ai vu un seul résultat positif pour nous. C'est Elkato 42 qui nous dit 2-1 pour nous. Elkato 42, tu es le prochain invité. Félicitations à toi. On a Razor et Céline qui nous disent 1 partout. Ouais. Et après, voilà, on a les pessimistes Nico et Nero qui nous disent 3-1 pour Lille, Jerry Magic 2-1. The Sawyer 18-10 2-0 pour Lille. Voilà. C'est sans équivoque au niveau des statistiques. C'est vrai que je vois pas nos cages rester inviolées face à l'attaque de feu de Lille. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce match de la semaine prochaine? Moi j'ai envie de dire qu'on a enfin notre maintien qui est assuré. Ouais. On a joué un peu avec la pression toute l'année, donc j'ai envie de leur dire, les gars, faites-vous plaisir. C'est typiquement le match
à l'extérieur, on est plutôt intéressant dans les contenus. On arrive à faire chier pas mal d'équipes, excusez-moi du terme. Donc voilà, faut y aller, faut se faire plaisir, et on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe à la fin du match. Ouais, et puis j'ai l'impression aussi que là, la pression étant un petit peu retombée, c'est aussi le moment pour commencer à préparer la saison d'après, quoi, à prendre de la confiance, à travailler des choses dans le jeu. Ça peut être un match intéressant à ce niveau-là, même si le résultat n'était pas forcément celui espéré. Mais le terme est vrai, on fait chier des équipes. Et ça, à mon avis, c'est quand même un petit peu la marque des équipes de Puel. Parce que Nice faisait chier des équipes, Monaco faisait chier des équipes et Lille faisait chier des équipes. Et nous, à Saint-Etienne, on commence à être une équipe emmerdante à jouer. Et bah écoutez, moi je suis preneur. Bah moi aussi, si ça peut nous permettre d'avoir des beaux résultats. Ça va être parfait. Écoutez les amis, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire pour aujourd'hui. Je vous rappelle les informations principales de la soirée. Évidemment, si vous êtes là, vous savez qu'on a gagné 1-0 contre Marseille hier avec un but d'Arnaud Nordin à la 43e minute. On est actuellement 11e du classement avant la prochaine journée. Il reste 2 journées, une contre Lille, une contre Dijon, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc l'information vis-à-vis des prolongations de Mathieu Debuchy, Romain Amouma et Kevin Monet-Paquet, a priori ils ne seront pas prolongés pour la saison prochaine. On va terminer cette émission avec un tour des pronostics. Alexandre, un petit prono? Oh bah optimisme 2-1 parce qu'on va en prendre un, mais 2 parce que je crois en la victoire. Ok. Eric? 3-2 pour Lille. Parce que je crois que on va les faire chier comme on dit, mais qui sont quand même beaucoup trop forts offensivement, surtout quand on verra la charnière qu'on aura la semaine prochaine. Pierre? Moi, dans la lignée de Eric, je dirais 2-1 pour Lille, mais en les embêtant jusqu'au bout, et ça sera pas une partie de plaisir pour eux. Et Kevin, pour une fois, on te demande ton avis et pas celui du chat. Ah, je suis ému. 2-2, moi je vois bien 2-2, et je veux juste faire un petit bisou, j'espère qu'il écoute pas Joss. Le chat a beaucoup plébiscité pour So en charnière. Voilà, j'espère qu'il écoute pas, ça va faire plaisir à Game Prospect, mais pas à Joss. So qui passerait donc devant Colo et devant Red Sauce. Pour le chat, c'est ce que j'ai vu en tout cas. C'est un peu l'idée générale, à part. Pourquoi pas. C'est assez étonnant que ce soit Colo qui soit rentré hier. Enfin, j'ai l'impression que sur ces dernières semaines, Colo reprend l'ascendant. Mais d'une manière générale, sur la deuxième partie de saison, So était 3e défenseur central. Ouais. Et je crois que So, en fait, alors vous me confirmerez, mais il a joué avec la réserve Oui. samedi, donc je pense que c'était un choix de Puel de le faire jouer en réserve, un amical. Donc c'est pour ça que Colo est rentré, mais je pense que dans la hiérarchie, il est peut-être passé devant Colo. Ah oui, d'une manière générale, il est 3e défenseur, je pense. Et on espère bien sûr un retour d'Anthony Modeste le plus rapidement possible. Cela dit, il faut qu'il s'y dépêche. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci au chat d'avoir suivi cette émission. On espère que ça vous aura plu. On se retrouve bien sûr ce week-end pour l'avant-match de Saint-Etienne-Lille. On se retrouvera évidemment lundi prochain pour le débrief de Saint-Etienne-Lille justement. Et bien sûr, pensez à suivre les réseaux sociaux de Saint-Inside, de Peuple Vert, de Green Prospect, du talk show stéphanois, enfin bref, de toute la communauté stéphanoise de Carton Rouge, tout ça. On embrasse Briac qui aurait dû être avec nous ce soir, candidat de Pékin Express, supporter des Verts et qui n'a pas pu être avec nous malheureusement à cause de problèmes techniques de son côté. Je vous souhaite une bonne soirée, pensez à follow la chaîne pour être tenu au courant à chaque fois qu'on lance un live et je vous dis à très très vite. Bonne soirée tout le monde. Salut. Ciao. Salut, bonne soirée.